Alors, bonsoir jeunes gens. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Vous Oui, m'entendez? oui, oui, très Ok, bien. très bien, ça marche. Alors, ce soir, on continue euh, notre étude. Donc, le domaine de révision, on va repasser sur un peu les sources du droit, ce qu'on a vu hier soir. Mais ce coup-ci, c'est des questions qui vous sont posées. Donc, euh, vous allez comment dire, devoir vous travailler. Ce qu'hier, c'est moi qui parlais beaucoup. C'est pas que ça me gêne de parler, mais ce qu'il y a, c'est que pour vous, c'est moins interactif que quand vous participez. Ok. Et la fin du questionnaire que j'ai fait va aussi traiter du système judiciaire, parce que c'est assez important, il y a plein de trucs à savoir. Alors, d'emblée, jeunes gens, avez-vous les uns les autres, ma vidéo, ok, elle s'est coupée toute seule en fait, hein. Elle s'est coupée toute seule. Avez-vous les uns les autres des questions à me poser sur ce qu'on a vu hier? Un truc, vous voulez que je réexplique ou autre? Regardez tranquillement vos notes et vous me dites. Non, c'était très clair. Ça va? Ok. Alors, allons-y gaiement. Donc tout ça, c'est... Monsieur euh, Melchior, Oui, vas-y. hier, vous avez abordé une question qui portait sur les principes de la République. Je voulais vous poser la question, savoir si on pouvait parler du principe de la laïcité. Non. Un principe de laïcité, c'est un principe qui s'applique, on va dire, uniquement... Alors, si. La principe de laïcité, c'est au sens où l'État, toutes les institutions publiques ne peuvent pas les fonctionnaires, par exemple, ne peuvent pas faire montre d'une croyance religieuse particulière. C'est une question privée qui doit rester chez soi. Quand tu es fonctionnaire, quand tu es fonctionnaire, tu vois, euh, voilà, c'est ça l'idée. Séparation de l'Église et de l'État, ça s'est fait en 1905. Jusqu'en 1905, l'Église catholique avait une forte emprise sur la société française. Euh, D'un certain côté, on va dire que la société s'en est un peu affranchie et c'est devenu une question vraiment privée, voilà. Et donc, dans la sphère publique et surtout quand vous êtes fonctionnaire, vous êtes tenu à une certaine neutralité. Et cette neutralité, ça inclut la neutralité, on va dire, d'affirmation philosophique ou religieuse, d'où la laïcité. En Allemagne, c'est différent. En Allemagne, il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État. Et par exemple, sauf erreur de ma part, hein, sur votre carte d'identité, est mentionné, je crois, votre religion et vous payez un truc pour financer la religion. Si je ne me trompe pas, hein. Voilà. Mais pas en France. Ça va? Alors, donc, vous avez une série d'affirmations. À vous de me dire si c'est vrai ou faux et de justifier. Il y a aussi des questions ouvertes où vous devez répondre. OK? Alors, chaque fois, je vous laisse un petit temps, on corrige ensuite dans la foulée. Ça va? Alors, l'article 34 de la Constitution définit le domaine réglementaire réservé au pouvoir législatif. Vrai ou faux? Hein. Alors, vrai ou faux? Alors, J'aurais l'article 34. faux. Oui, vas-y. J'aurais dit faux parce Je que dirais aussi faux, effectivement. parce L'article que 34, c'est quoi? C'est effectivement, c'est celui qui définit le domaine réglementaire. Donc, le domaine réglementaire, c'est celui du pouvoir exécutif. OK. Euh, le pouvoir législatif, celui de faire des lois, il est défini à quel article de la Constitution? L'article? Attends, non, attends, attends, je dis une connerie. Non, l'article 30. Putain, j'ai un doute. 34, c'est la loi. 38, les ordonnances. 37 réglementaires, hein. 34, la loi. Et 37 réglementaires. J'ai un trou. Je crois que c'est ça. Ouais. 34, ouais, 34, la loi. Et 37 réglementaires. 38, les ordonnances. Ok, c'est ça. Ok. Donc, ça, c'est faux. C'est pas le domaine réglementaire. C'est le domaine législatif. Ok. Règlement exécutif, législatif, les parlementaires. La loi. Ok. Deuxième affirmation. Le droit social fait partie du droit privé. Vrai ou faux?
Alors, vrai ou faux et pourquoi? Vrai parce que ça concerne des personnes privées, c'est pas le pouvoir public. Absolument, tout à fait. Hein, ça ne concerne que les employeurs privés et des salariés du secteur privé. Il n'y a pas de public qui est parti dans la relation. Il n'y a rien qui est étatique. Absolument. Donc ça fait partie du droit privé. Absolument. Maintenant, si on avait vu, si vous avez dit le code de la fonction publique des fonctionnaires, là, c'est du droit public. Parce que les fonctionnaires sont peut-être des personnes privées, mais leur employeur, c'est l'État. Donc dans ce cas-là, ce serait du droit public. Absolument. Hein. Donc droit du travail, droit privé, droit de la fonction publique, qui est pourtant assez ressemblant, droit public. OK. Une ordonnance, ça veut dire de loi si elle est ratifiée. Vrai ou faux? Ah, si elle est en accord avec tous les textes qu'il y a avant, oui, mais sinon, non. Alors, une ordonnance, vous vous rappelez ce que c'est, hein? Une ordonnance, c'est le fait que l'exécutif, le gouvernement, va créer une règle de droit qui théoriquement n'est pas dans son domaine, qui est dans le domaine de la loi. Donc, ici, l'exécutif va empiéter sur le domaine de la loi, sur le domaine du législateur. OK. Alors, euh, oui, alors une chose, comment s'appelle, comment s'appelle la loi par laquelle le Parlement autorise le gouvernement à prendre une ordonnance? Je repose la question. Comment s'appelle la loi par laquelle le Parlement, le pouvoir législatif, autorise le gouvernement à prendre une ordonnance? C'est une loi, ça commence par d'habit et ça finit par limitation. Oh, les champions, Ah ouais, d'habilitation. Une loi d'habilitation. Habilité, ça veut dire autoriser, ok, hein, donner le pouvoir à, ok, une loi d'habilitation, ok. Donc, le gouvernement demande au Parlement, est-ce que je peux prendre une ordonnance dans votre domaine? Les députés vont voter, oui ou non, ok. S'ils votent oui, ils vont voter une loi d'habilitation. Nous habilitons le gouvernement à prendre une ordonnance. Le gouvernement va prendre son ordonnance et ensuite, il va falloir faire approuver cette ordonnance à nouveau par le Parlement. Et ça, c'est les questions suivantes. Ok. Alors, alors l'idée, une ordonnance a valeur de loi s'il est ratifié. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, question suivante, par qui elle est ratifiée? Je rappelle que ratifier un texte, ça veut dire l'approuver, le valider. OK. Qui donc a le pouvoir? Donc, on a le Parlement qui a autorisé le gouvernement à prendre une ordonnance. Le gouvernement prend l'ordonnance. Puis ensuite, il faut faire valider l'ordonnance. Il faut la faire ratifier pour qu'elle ait valeur de loi. Qui va la ratifier? Bah, le Parlement, puisque c'est son domaine. Donc le Parlement autorise le gouvernement à prendre une ordonnance, le gouvernement prend l'ordonnance, puis ensuite il faut que le même Parlement valide l'ordonnance qui a été faite, la ratifie. Et si le Parlement, par un vote, ratifie l'ordonnance, alors cette ordonnance ratifiée a la même valeur qu'une loi, a la même valeur qu'une loi. Ok. Par contre, si le Parlement refuse de ratifier, l'ordonnance n'a pas de valeur. Elle n'a plus de valeur. En tout cas, elle n'aura pas une valeur de loi. Ok. C'est comme un traité. Un traité, s'il est ratifié, il devient un traité efficace. S'il n'est pas ratifié, il n'a pas d'effet. Ok. Donc, il faut qu'il y ait une validation pour qu'un texte puisse entrer en vigueur. Hein, cette validation, je vous dis, c'est la ratification. Ok. Euh, alors, 5. Citez un exemple de droit subjectif. le droit de propriété. Absolument, droit de propriété. Hein, alors je rappelle que ce qu'on appelle droit subjectif, c'est les droits que la loi, donc le droit objectif, reconnaît aux citoyens. Donc la loi me donne à moi et à vous des droits tels que le droit de propriété, droit d'expression, droit au travail, droit de grève, ok, qui sont nos droits à nous. Nos droits à nous, c'est nos droits subjectifs. D'où est-ce qu'on les tire? Du droit objectif. Le droit objectif reconnaît aux citoyens
des droits subjectifs. Voilà, c'est tout con. Alors, à quel domaine appartient le droit de la famille? Droit Le droit objectif. privé? Droit civil. Droit privé, bien sûr. Droit privé. OK. Et plus précisément, quelle branche du droit privé? La Civil? base. Le droit Exact. civil? Droit civil. Droit civil, c'est le fondement, jeunes gens, hein. Le droit civil, au tout début, hein, il y avait, en 1804, hein, il y avait que le droit civil. Il n'y avait pas d'autres droits pas formalisés. OK? Peu de temps après, il y a eu le code de commerce, le droit commercial. Et au fil du temps, après, il y a eu d'autres droits qui sont arrivés, droit de l'urbanisme, droit fiscal, etc. Mais notre base à nous, c'est le droit civil, c'est le code civil. Le texte fondamental, c'est le code civil. OK? Alors, euh, qu'appelle-t-on une règle supplétive? C'est quoi une règle supplétive? C'est une règle à laquelle on peut, comment on dit? Comment? J'entends pas. À laquelle on peut, j'entends pas les gars. J'entends des bruits qui viennent du cyberespace, mais à laquelle on peut déroger. Déroger. Déroger, OK? Donc ça veut dire que c'est une règle qui n'est pas obligatoire. Fais gaffe, il y a un écho, c'est un peu bizarre. Ouais, OK. Donc, euh, quand la loi propose une règle, mais qu'on a le droit de faire autrement, c'est une règle supplétive. OK. Euh, L'inverse, question 8. Quel est le contraire d'une règle supplétive? Une règle impérative. Impérative, oui, mais quel est le mot juridique? En français courant, on dit impérative, mais comment on dit en droit? Quel mot on utilise? Une règle, toujours un jeune genre. Utilisez absolument les mots clés, les mots Règle juridiques. de droit? Ouais, plus précis. Règle générale? Non, ça c'est un des caractères. Oui, bien, Sonia, une règle d'ordre public. Une règle d'ordre public. OK? Ces mots-là, vous devez utiliser à l'examen. S'il n'y a pas les mots, il n'y a pas les points. OK? Et les mots-clés, je les souligne tout le temps. Et dans le support, est-ce que vous avez reçu le support de Michael, le support de mon cours? Vous l'avez ou pas? Bon, je ne sais pas si vous l'avez pas encore, il va vous le donner. Tous Il les y a un mots que je annexe, celui d'hier. Voilà, ok. Tous les mots qu'il y a en gras, c'est les mots-clés. C'est ceux que vous devez connaître par cœur. C'est ça qu'il faut citer à l'examen. Si vous ne mettez pas les mots-clés, vous n'avez pas les points. Ok? Voilà, donc c'est un truc fondamental. Et ce sera pareil pour toutes les UE de droit. Droit social, droit des sociétés, mots-clés, point. Pas mots-clés, pas point. Pouf. Ok. Hein. Et ce qui veut dire que, à la fin de l'année, quand vous révisez, à la fin du fin, hein, quand vous connaissez bien votre cours, vous pouvez contenter. Faites des fiches et par chapitre, vous mettez juste la liste des mots-clés. Alors, il faut connaître le reste, hein, mais le truc, ultimement, ce qu'il faut mémoriser, c'est la liste des mots-clés. Simple. Alors, euh, 9. Quelle matière du droit prévoit des sanctions contre les personnes qui violent un interdit? Le pénal. Droit public? Droit, Pardon? Oui, le pénal, oui. droit pénal. Droit pénal, absolument. Droit pénal. C'est facile, hein? Pénal, punir. Pénal, punir. Ok. Et le droit pénal, c'est le seul droit qui sanctionne les gens. Il y a pas, dans les autres droits, il n'y a pas de punition. Le droit pénal, c'est le but de la manip. C'est le droit qui punit. Ok. Alors, à quoi vise le droit privé? Quel est son but général? En gros, à quoi sert le droit privé? À limiter les droits des personnes et C'est ce à quoi ils ont plus droit. précis et plus général. Ça sert à protéger quoi? Il y a un Les but personnes spécifique. privées. Euh, Presque. Pas loin, Sonia, pas loin.
les intérêts privés. Les intérêts privés. Quand il y a un procès, le droit privé, ça sert à protéger mes intérêts à moi et les vôtres, par exemple. Les intérêts particuliers des individus. Pas l'intérêt de la société tout entière. Les intérêts de chacun. Les intérêts égoïstes de chacun, je pourrais même dire. OK? Le droit privé protège les intérêts privés. Tout connement. OK? Celui d'une entreprise, celui d'une personne. Voilà. OK? Alors, en droit français, qui sont les acteurs juridiques? C'est-à-dire ceux auxquels la loi reconnaît des droits et des obligations. Les personnes physiques et personnes morales. Vas-y, attends, j'ai presque entendu, mais c'est pas très fort. Essaye plus fort. Personnes physiques et personnes morales. Exact. Les personnes physiques et les personnes morales. Les personnes physiques et les personnes morales. OK? Alors, vous savez qu'en France, dans le droit français, pour l'instant, ne reconnaît que les personnes physiques et les personnes morales. OK? Il n'y a pas d'autres individus. Après, à côté des personnes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les biens, il y a des choses. OK? Donc, il y a les gens, il y a les choses. OK? Et il y a un intermédiaire entre les choses et les gens. Il y a quoi? Les animaux. Alors, les animaux sont moins que des personnes, mais sont un peu plus que des choses. C'est-à-dire que la loi reconnaît des droits aux animaux, moins qu'aux personnes, bien sûr, mais plus qu'à mon stylo. Mon stylo, regardez bien mon stylo. Si un coup je prends un briquet et je le torture, j'ai le droit. Rien ne m'interdit de torturer mon stylo. Bon, je vais finir chez les fous, mais j'ai le droit. Par contre, si je prends un de mes chats et que je crame mon chat, là, il y a un malaise, hein. Là, le code pénal prévoit des punitions contre les mecs qui font du mal aux bêtes. Donc, la loi fait plus attention aux animaux qu'aux biens. Donc, ça veut dire que dans l'échelle juridique, tout en haut, il y a les personnes, tout en bas, il y a les choses, et quelque part au milieu, il y a les animaux. OK. Et il y a très peu de temps, il y a 4-5 ans, je crois, la loi a enfin reconnu une définition aux animaux. Il n'y a pas de définition avant. La définition des animaux, c'est des êtres, des êtres vivants doués de sensibilité propre. Des êtres vivants doués de sensibilité propre. Sensibilité à la douleur, etc. Voilà. Donc, c'est plus vivant qu'un stylo. OK. Voilà. OK. Alors, euh, 12. Expliquez simplement qu'est-ce qu'on appelle la hiérarchie des normes juridiques. C'est quoi la hiérarchie des normes juridiques? C'est un principe qui dit quoi? En gros, les normes qui sont en haut de la pyramide, euh, supérieures aux normes en dessous, inférieures. Donc, une norme Exactement, inférieure ne exactement. peut pas faire la norme supérieure. Tout à fait. Hein. Les normes supérieures dans la pyramide ne peuvent pas sont donc juridiquement plus fortes que les règles d'en dessous, et donc les règles du dessus ne peuvent pas être contredites par les règles du dessous. Absolument. C'est la hiérarchie. Absolument. Hein. Voilà. Alors, effectivement, comme tu dis, certaines règles ne doivent pas entrer en contradiction avec d'autres. Plus précisément, les règles inférieures ne peuvent pas entrer en contradiction avec les règles supérieures. Tu vois? C'est comme à l'armée, hein. Il y a une hiérarchie, hein. Il y a des grades, il y a une sorte de grade, quoi. Hein. Voilà. Et grosso modo, quand vous prenez la pyramide, il y a un mec qui a fait ça il y a 1 ou 2 siècles, je crois qu'il s'appelait Kelsen. La pyramide de Kelsen, c'était un juriste, hein, celui qui a pensé au concept. Tout en haut, vous avez les sources de droit international, traités, etc. Et en bas, vous avez les sources de droit national. Ok. À part qu'il y a juste un truc pour nous, c'est que en haut, tu as les traités internationaux. Ok. En dessous, tu as le droit français. Tout en haut du droit français, tu as la Constitution. Mais en fait, moi je pense que la Constitution, elle est plus forte que les traités, parce que pour qu'un traité soit validé en France, il ne doit pas contredire la Constitution. Il ne doit pas contredire la Constitution. Donc ça veut bien dire que la Constitution est plus forte que les traités internationaux. Ok. Mais de façon globale, considérez que les sources internationales, d'origine internationale, sont plus fortes que les sources de droit national, sauf la Constitution. Ok. Et d'ailleurs, vous savez un truc? Quand il y a eu le traité de Maastricht, il y a pas mal de temps de ça, une trentaine d'années, bon, c'est un traité à la con. Enfin, ça, c'est moi qui le dis, hein. Ok. Mais à un moment donné,
dans le traité de Maastricht, euh, comment ça se passait déjà? Il y avait pas mal de pays qui l'avaient signé, je ne sais plus combien, peut-être une vingtaine à peu près, je ne sais plus, hein, plus que 12, mais moins de 27. Euh, et à un moment donné, il y avait un truc dans le traité de Maastricht qui était contraire à la Constitution. Ok. Le problème, c'est qu'il était difficile pour la France d'aller voir tous les 20 pays qui avaient signé le traité, enfin qui voulaient signer en disant, désolé les mecs, mais votre traité il n'est pas conforme à la Constitution, alors modifiez-le pour qu'il soit conforme à la Constitution. Ce qui est le mécanisme classique français. Ok. Et comme c'était un peu hardcore à faire, en fait, on a fait l'inverse. On a modifié la Constitution afin qu'elle devienne conforme au traité. Mais théoriquement, ça devait être l'inverse. Normalement, ça devait être l'inverse. Donc, on a fait ça pour des raisons politiques, en fait. Ok. Voilà. Alors, euh, quel texte se trouve au sommet des sources du droit national? Ouais. Droits de l'homme, la Non, Constitution. ça c'est plutôt. Non, ça c'est vague. Le droit de l'homme, t'en as au niveau, t'en as dans les traités internationaux, t'en as aussi, on en parle bien sûr dans le droit français, mais dans la hiérarchie des normes françaises, quel est le texte le plus haut? La Constitution. La Constitution. Hein, la Constitution de 1958, celle qui a mis en place la Cinquième République. Absolument. La Constitution. Euh, alors, qui contrôle la conformité des lois à la Constitution? Le, Qui con- contrôle le fait que des lois françaises sont conformes à la Constitution? le Alors Conseil non, constitutionnel. parce que le législateur, c'est celui qui fait la loi, justement. Alors, celui qu'on appelle un truc. Bonne remarque. Le législateur, alors, législateur, la racine, lex legis en latin, c'est la loi. Donc le législateur, c'est celui qui fabrique la loi. Qui fabrique la loi en France? Le Parlement, députés et sénateurs. OK? Donc pouvoir législatif, c'est le pouvoir de faire la loi. OK? Alors bonne réponse de iPhone, non, de votre réponse de Carmel, c'est effectivement, c'est le Conseil constitutionnel, c'est un tribunal dont le rôle est de vérifier si les lois françaises qui sont votées sont bien conformes à la Constitution. Absolument. OK. Alors, petite remarque, bon, je vais dire du mal, parce que j'aime bien, je suis mauvais esprit, je suis un sale mec. Le Conseil constitutionnel, souvent, dans la presse, on les appelle les sages. OK. C'est pas des sages. C'est pas des sages. Je vais pas dire que c'est des merdes, mais ils sont censés être super bons en droit constitutionnel. Non, c'est même pas vrai. Il y en a certains qui sont très mauvais en droit. Ils ont été nommés là parce que c'est les copains de je sais pas qui. Et un truc tout bête. Et là, par contre, je dis du mal, mais j'ai entièrement raison. Le président du Conseil constitutionnel, le mec qui préside, ok, c'est un pote de Macron. Il était foutu là parce que c'est un pote de Macron. Il s'appelle Ferrand. C'est un mec, c'est simple. Il a zéro diplôme de droit. Peanuts, quéquette, nada, zéro. Et le mec, il a la tête du Conseil constitutionnel. Trouvez l'erreur. Vérifiez ce que je dis si vous ne me croyez pas. Ferrand, il s'appelle. C'était un macroniste. Et le mec, il préside le Conseil constitutionnel. Il touche pas une bille en droit, il n'a pas un putain de diplôme. Sérieusement, mais des sages. Bref, no shit. Alors, euh, ok, donc c'est donc le fameux Conseil constitutionnel qui vérifie si les lois qui sont votées sont conformes à la Constitution. Bonjour les champions. Alors, quel nom porte ce contrôle? Ah, c'est simple, c'est le contrôle de la constitutionnalité des lois. Ok, ça c'est tout bête. Alors 16. Un petit cas pratique. En supposant qu'un règlement européen interdise de fixer un impôt sur les sociétés supérieur à 25%, une loi française pourrait-elle prévoir un taux de 28%? Oui, non, pourquoi? On est justement sur le concept de la hiérarchie des normes juridiques. Pas, ce Ouais. n'est pas acceptable du point de vue de la Constitution, enfin, de cette hiérarchie. Mais alors, est-ce que ce Des serait textes. possible ou pas de voter cette loi? Alors, ça serait Oui, possible de la voter, mais ce ne serait pas possible de l'appliquer. Est-ce Oui, que exactement. avoir Voilà. un Ce, ce cours serait, voilà. Ce serait illégal. Ce serait tout à fait illégal parce qu'on aurait une loi française qui contrevient à une norme juridique supérieure, le traité européen. Et ce qui correspond tout à fait à la réalité, en fait. Hein. C'est pour ça que, bon, après, chacun a son avis sur la question, on est bien d'accord. Hein. Mais ça veut quand même dire que en France, le gouvernement, l'État, le Parlement ne peut plus faire ce qu'il veut et ce qui irait dans le sens de l'intérêt du pays.
Parce que même si c'est une loi qui va dans le sens de l'intérêt du pays, quelle qu'elle soit, dès lors qu'elle est contraire au traité communautaire, c'est pas possible. Voilà. C'est un fait. C'est juste un fait que j'énonce. OK? Voilà. Euh, alors, 17. Comment est-il possible de modifier la Constitution? Alors, modifier, on dit souvent amender. Amender, ça veut dire modifier. OK? Comment est-il possible de modifier la Constitution? Alors, qui a une idée? Bien, ça c'est une première possibilité avec une QPC. Hein, la question prioritaire de constitutionnalité. OK. Avec une QPC. OK. Question, qui pose une QPC? Qui a la possibilité de poser? Alors, il y a deux questions. Qui a la possibilité de poser une question préalable de culpabilité? Et deux, la poser à qui? Alors, bien sûr, c'est les avocats qui vont le faire, mais au nom de qui? Toutes les parties. Toutes les C'est parties ça. peuvent. N'importe quel citoyen qui a un procès, qui est devant les tribunaux, qui va se voir appliquer une loi, peut, peut dire, ah, attendez, désolé, mais j'estime que cette loi n'est pas conforme à la Constitution et donc on va m'appliquer une loi illégale. Je demande à ce qu'on vérifie. Check. OK. Et si la question paraît recevable, parce qu'il y a un filtrage quand même, hein, sinon tout le monde va contester, eh bien, on va saisir quelqu'un, vous allez me dire qui va vérifier si cette loi qui est en vigueur, hein, qui est en vigueur hein, depuis des fois même des années, est-ce qu'elle est en fait vraiment ou pas conforme à la Constitution? Qui vérifie? Oui, lequel? Le juge, lequel? Nom et adresse. Non, mais quelle juridiction? La Cour de cassation. La Cour de cassation. La Cour de cassation. Enfin, en fait, la Cour de cassation transmet au Conseil constitutionnel. OK? Donc, vous êtes devant un tribunal de commerce, par exemple, vous avez une embrouille, etc. Tout d'un coup, vous estimez que la loi qu'on vous appliquez, vous estimez qu'elle est inconstitutionnelle. OK? Vous dites, ah, non, je continue, monsieur le juge, je voudrais que vous saisissiez la Cour de cassation pour voir si cette loi est licite, est constitutionnelle. Si les juges estiment que votre demande est vraisemblable, time out, il file ça à la Cour de cassation, qui check, elle fait un contrôle. Si elle estime qu'effectivement il y a une question qui se pose, elle refile ça au Conseil constitutionnel et c'est lui qui va dire si oui ou non cette loi est conforme à la Constitution. Alors, si le Conseil constitutionnel dit oui, elle est conforme, dans ce cas-là, le procès reprend, on t'applique la loi et basta. Par contre, ce qui est possible, et c'est arrivé, hein, le Conseil constitutionnel dit ah, effectivement, comment se fait-il que cette loi peut être votée un jour? Elle est, estimons-nous, contraire à la Constitution, nous l'abrogeons. Et puis du jour au lendemain, pip, il n'y a plus de loi. OK? Voilà. Abroger une loi, ça veut dire la défoncer, l'annuler. OK? Alors, euh, alors, ça, c'est une première partie de la réponse. Comment est-il possible de modifier la Constitution? Effectivement, pour un simple citoyen, à l'occasion d'un procès, en posant une QPC, une question préalable de constitutionnalité. OK. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de modifier la Constitution? Par exemple, quand vous avez eu un référendum populaire dont le résultat ne vous plaît pas, vous allez faire un coup de pute aux électeurs. Comment vous faites? Un coup de pute légal. Vous faites comment? Mais ça reste quand même un coup de pute. Vous vous rappelez? Non, 49.3, ça c'est pour passer des lois en force. C'est peut-être ce qui va se passer pour le budget bientôt là. Tu vois, quand le gouvernement n'arrive pas à avoir une majorité pour voter la loi, il fait ça à l'arrache, il dit on s'en fout, pof, 49.3, puis là t'imposes ta loi. Encore une fois, imposer une loi en chantant les députés et les sénateurs, c'est pas démocratique, mais c'est légal. Vous voyez le truc? C'est légal, mais c'est pas démocratique. C'est un coup de force. Mais un coup de force juridique, un coup de force légal. Ok. La QPC, la QPC. Question, c'est quoi, prioritaire de constitutionnalité. J'ai déjà expliqué. C'est quand à l'occasion d'un procès, vous estimez qu'une loi qu'on va vous appliquer n'est pas conforme à la Constitution, vous demandez à ce qu'on vérifie la constitutionnalité de cette loi. OK? Ah donc, quelle est la deuxième façon de modifier la Constitution? Vous vous rappelez pas?
Le Congrès. Le Congrès, non, pas un référé. Un référé, c'est une procédure d'urgence. C'est une procédure d'urgence si tu veux le référer. Non, non. Vous allez avoir tous les députés et tous les sénateurs, donc ça fait presque 1000 mecs au total, qui vont se réunir en congrès, c'est le mot, hein, congrès, à Versailles. Et là, la majorité des deux tiers, si je vous rappelle bien, ils vont ou non voter une modification de la Constitution. Ok. Et c'est ce qui s'est passé à l'occasion du traité de Maastricht, où les gens, à l'occasion d'un référendum populaire, avaient voté non. Donc là, c'est clair, le peuple avait dit non. Et les politiques ont dit, ah, on n'est pas le résultat, eh bien, on va vous baiser. Et ils sont réunis en congrès, ils ont fait l'inverse. C'est complètement pas démocratique, mais c'est complètement légal. Je dis ça, je dis rien, c'est juste les faits. Alors, 18. Qui appelle-t-on les parlementaires? C'est qui? Les députés, Ouais, qui redit? les députés, Les les personnes députés. de Et l'Assemblée et du Sénat. voilà, hein, c'est les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est-à-dire les députés et les sénateurs. Ok, puisque l'Assemblée nationale plus le Sénat forment ce qu'on appelle un tout qu'on appelle le Parlement. Et les mecs qui sont au Parlement sont les parlementaires. Absolument. Quel est leur rôle? À quoi ils servent? Bonne question. Ben, justement, c'est le pouvoir législatif. Oui, c'est-à-dire de faire quoi? De, Oui, de oui, voter, c'est le de pouvoir législatif, justement. C'est le les pouvoir de pouvoirs Voter faire les quoi, le lois. pouvoir législatif? De faire les lois, de voter les lois, absolument, hein, c'est le pouvoir de voter les lois. OK? Euh, alors, à quel moment la commission paritaire mixte est-elle appelée à intervenir? La commission paritaire mixte. quand ils sont pas d'accord. Alors, qui n'est pas d'accord et quand? Les députés, en gros, le Parlement et le Sénat sont pas d'accord. Ouais, l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas d'accord sur un même texte de loi, hein. Oui. Et donc, comme ça bloque, qu'est-ce qu'on fait? On prend. Alors, de qui est composée la commission paritaire mixte? De qui elle est composée? Ben, du même nombre Il y a qui? de sénateurs et Oui, du même nombre de députés. exactement. Combien au total? Trois ou c'est pas trois à chacun? Non, 7 et 7. 7 et 7. Ah, 14. 14. Et donc, il faut qu'il y ait une majorité. Donc, ça veut dire qu'il y a au moins 8, 6, quoi. Hein, une majorité pour voter le texte. OK? Et si jamais il y a un match nul, 7-7, ça bloque. Dans ce cas-là, on retient la dernière version qui était votée par l'Assemblée nationale. Donc, on donne priorité à l'Assemblée nationale par rapport au Sénat. Puisqu'ils n'étaient pas d'accord sur un même texte. Dans ce cas-là, si la commission paritaire mixte ne se décide pas, ne rend pas une décision, eh bien, on retient la version des députés. OK? Euh, 21. La défense fait-elle partie de la liste de l'article 38 de la Constitution? Attends, putain, par contre, j'ai un truc. 37, c'est le règlement. 34, c'est la loi. 38, c'est les ordonnances. 38, c'est les ordonnances. OK, donc c'est bien ça, hein, je ne me trompe pas, hein. Donc c'est 34 la loi. OK. Donc la défense fait-elle partie de la liste de, des questions qui relèvent de la loi? Alors, je sais pas si vous connaissez cette liste. En fait, c'est tous les thèmes importants du pays. OK? Tous les thèmes pour lesquels seul le pouvoir législatif, les parlementaires, peuvent créer des règles. Tout ce qui n'est pas dans la liste de cet article est laissé, qui est moins important, est laissé au pouvoir exécutif, c'est-à-dire au ministre, au gouvernement, les règles, pouvoirs réglementaires. OK? Alors, est-ce que la défense fait partie de cette liste importante du pouvoir législatif, à votre connaissance? Ah si, si, si. Les questions, si, si. En fait, le domaine législatif, c'est tout ce qui est, par exemple, droit du travail, défense, fiscalité, éducation. Qu'est-ce que tu as? On a dit défense, fiscalité, éducation, économie, euh, relations internationales, j'imagine. Voilà, les gros trucs comme ça, il n'y a que le Parlement qui peut créer des règles, des lois. Ok. Tout ce qui n'est pas dans cette liste n'est pas très longue, hein.
Tout ce qui n'est pas dans cette liste, on le laisse au pouvoir réglementaire, à l'exécutif. Ok. Et la défense fait partie des éléments du pouvoir législatif. C'est important la défense du pays. Ok. Alors, en France, qui a le pouvoir de prendre un arrêté? Alors, de façon générale, de façon globale, qui a le pouvoir de prendre un arrêté? Ben, tout ce qui va être ministère, euh, maire, tout ce qui est maire, tout ce qui est ministre, tout ce qui Oui, est c'est-à-dire, préfet, tout ça. oui, exact, c'est-à-dire le pouvoir, Exécutif. bien sûr, pouvoir exécutif, le pouvoir exécutif. Vous avez un arrêté ministériel, un arrêté municipal, un arrêté préfectoral, tous ceux qui dirigent effectivement le pays, le pouvoir exécutif, absolument, absolument. Euh, Question, qui a le pouvoir de rendre un arrêt? De rendre un arrêt. Les cours d'appel. Oui, exactement. Les cours en général, cours d'appel, cours de cassation, absolument. Les cours en général rendent un jugement, enfin, rendent une décision. Si vous voulez, le terme général, c'est décision de justice. L'ensemble des juridictions rend des décisions de justice. Et au sein de à l'intérieur des décisions de justice, vous avez les jugements rendus par les tribunaux de premier degré souvent, et les arrêts rendus par les cours. Ok. Mais c'est la même chose. Un jugement et un arrêt, c'est la même chose. Simplement, c'est pas rendu par un même tribunal. Ok. Premier degré, tout en bas, jugement, appel, cour, cassation, cour. Donc en général, les cours rendent un arrêt. Ok. Mais sur le fond, toutes sont des décisions de justice. Hein. Jugement et arrêt sont toutes des décisions de justice. Ok. Euh, Toutes les règles de droit qui constituent le droit français sont écrites. Vrai ou faux? Je Vrai? dirais. Ah, Vous êtes sûr? Moi, oui, je dirais oui, je suis sûre. Mais sûr, parce que hier, vous avez parlé de ce qui peut se dire, se transmettre à l'oral. Donc, comment ça s'appelle ces règles de droit qui en général sont non écrites, sont verbales, sont orales? Comment ça s'appelle? Hmm. Non, non, droit commun, c'est le droit normal, si tu veux. C'est le droit normal, droit commun, c'est le droit normal. Non, non. c'est ce que vous avez. C'est l'éthique, la morale? Non? Non, ça c'est plus abstrait. Non, non, c'est vraiment très précis. C'est les usages. Les Ah. usages. Et la coutume aussi d'ailleurs. Bon, la coutume, on ne vous en parle pas dans le cours, mais usage et coutume, ce sont quoi? Des pratiques. C'est des trucs qui se font, des trucs qu'on fait, mais qui en général sont écrits nulle part. Mais souvent, on, on connaît ces usages parce qu'on est dans un métier où ils s'appliquent, dans une société où ça se pratique, voilà, et on sait que ça se fait. Tiens, un truc tout bête, regardez bien, c'est toujours l'exemple que je donne. Imaginez que moi et ma femme, on soit invités chez des amis, ok, un couple d'amis, ok, Euh, à bouffer. Euh, alors, selon les usages, savoir-vivre, qu'est-ce qu'on est censé faire quand on se pointe? Pas les mains vides. Voilà, voilà, tu ne te pointes pas les mains vides. Voilà. Donc en gros, pour la dame, tu as des fleurs, pour le mec, tu as, du shit. Non, non, je blague. Tu as une bouteille de vin ou un truc comme ça. Voilà, tu ne te pointes pas les mains vides. Tu peux te pointer les mains vides, mais ça se fait pas. Tu vois, ça se fait pas. Voilà, c'est ça les usages. Tu vois, c'est une pratique. Tu vois, c'est une pratique. Tiens, un truc. Bon, moi, du fait de mon crâne chauve et fragile, j'ai toujours un couvre-chef. J'ai 15 bonnets, j'ai 15 casquettes, j'ai 15 chapeaux, j'ai des milliards de trucs. Mais quand j'entre dans une salle de cours, qu'est-ce que je fais toujours? Je me découvre. Pourquoi? Parce que dans un lieu clos, on se découvre. C'est savoir-vivre, c'est comme ça, voilà. Tu vois? C'est les usages. C'est les usages. Tu vois? Voilà. Et usages et coutumes sont donc des règles de comportement qui, en général, ne sont pas écrites. Sont pas écrites. Tu vois? Mais c'est pas parce qu'elles ne sont pas écrites qu'elles n'existent pas. Ok. Alors, euh,
Vous verrez ça quand vous ferez le droit du travail. Justement, on reviendra, vous reverrez dans le cours les fameux usages d'entreprise. C'est donc des pratiques, des pratiques qui sont en vigueur dans une boîte quelconque, ok? Et qui, au fil du temps, fixes, général, constant, vont devenir des droits pour les salariés, un truc qu'ils peuvent exiger de l'employeur. Parce que ça devient un vrai droit juridique pour les salariés et une obligation juridique pour les employeurs. Et si l'employeur ne fait pas ce qu'il doit faire, les salariés vont en justice, au prud'homme dans l'espèce, et vont faire condamner l'employeur à obéir. Ok. Alors même que c'est une pratique qui existe peut-être dans aucune autre entreprise. Ok. Alors, euh, ok, alors attends, c'est ça, 24. Le système judiciaire est organisé sur 3 niveaux, vrai ou faux? Je- oui. Euh, les tribunaux. Après, il y a Ouais, tout ce qui premier est degré, cour tribunaux, d'appel. Et cour après, d'appel, cour de cassation. Ok. Alors un truc, comment appelle-t-on les tribunaux du premier degré plus les cours d'appel? Comment on les appelle? Il y a un terme générique. On dit que ce sont Juridiction de fond. exactement, les juges du fond, hein, les juridictions du fond. Pourquoi on dit juge du fond? Parce que les tribunaux de premier degré et les cours d'appel, qui sont au second degré, jugent l'affaire en fait et en droit. En fait et en droit, c'est-à-dire complètement, au fond de l'affaire. Pour ça, on dit juridiction du fond. Pourquoi est-ce que la Cour de cassation n'est pas une juridiction du fond? Parce qu'en fait, elle ne juge pas les faits, elle regarde si Voilà. les premières juridictions ont bien appliqué la loi. Voilà. Elle juge pas les faits, elle juge juste le droit. Elle vérifie juste que les mecs d'en dessous, cour d'appel ou premier degré, ont appliqué la bonne règle de droit et l'ont correctement interprété. Donc c'est un pur contrôle du droit que fait la Cour de cassation. Alors attention, je dis impur, c'est pas facile, hein. Une chose, les magistrats que vous avez en appel et en cassation, on les appelle les conseillers. Un conseiller d'appel, conseiller de cassation, c'est leur titre. Ok. La même chose que les juges au prud'homme, on les appelle les conseillers prud'homme. Conseillers prud'homme. Ok. Mais c'est des magistrats, enfin c'est des juges. Euh, Ok. 25. Il est toujours possible d'interjeter appel d'un jugement rendu par un tribunal. Vrai ou faux? Faux. Pourquoi? ouais. Ça dépend du montant de l'affaire. Alors, je sais plus Exact. combien c'est, je sais plus si c'est 4 000, enfin, je sais plus combien c'est. Ouais. Alors, Je... ça, c'est une chose importante, jeunes gens. Euh, il y a, quand un jugement est rendu, donc par définition par un tribunal du premier degré, en matière civile, alors je rappelle, la matière civile, c'est la matière vraiment civile, le droit civil, mais aussi droit commercial et droit social. Droit civil, droit commercial, droit social forment ce qu'on appelle au sens large le droit civil. Au sens strict, c'est uniquement le droit civil. OK? Alors, le droit civil au sens large, on l'oppose en fait au droit pénal. Donc, droit pénal, premier degré, vous avez les différents tribunaux pénaux, police, correctionnelle, assises, OK? Plus tribunaux civils au sens large, c'est-à-dire prud'homme, tribunal judiciaire, tribunal de commerce. Ça va? Donc, au sens large du terme, les prud'hommes et tribunal de commerce, au sens large du terme, sont des juridictions civiles, c'est-à-dire non pénales. Non pénales. Ok. Alors que le tribunal judiciaire est vraiment civil, lui. Ça va? Ok. Voilà. On oppose en gros, on oppose civil au sens large à pénal. Mhm. Alors, euh, alors, justement, à quelles conditions peut-on interjeter appel d'un jugement en matière civile? Parce qu'en matière pénale, c'est un poil différent. Il y a 2 conditions cumulatives. Première condition, il faut que le montant de l'affaire, l'affaire qui est jugée, le montant de l'affaire, c'est la somme que réclame le demandeur au départ. Donc, tu fixes en fait ce que tu veux. C'est pas la décision du juge, c'est la demande initiale du mec qui attaque l'autre. Par exemple, si moi j'attaque mon employeur et je lui réclame, je sais pas moi, 8 000 € de dommages intérêts, le montant de l'affaire est de 8 000. Bon, ça ne veut pas dire que j'aurai 8 000, ça se trouve j'aurai 100 € et un pins, hein. Ok, mais voilà, le montant d'affaires, c'est la somme de départ que demande le demandeur. Ok. Et donc, il faut que le montant de l'affaire soit supérieur, ce qu'on appelle au taux de ressort. Le taux de ressort, il est de 5 000 €. Ok. C'est la limite à partir de laquelle on peut faire appel.
en dessous, quand une affaire est d'un montant inférieur au taux de ressort, par exemple 3 500 euros, on dira que l'affaire est jugée. C'est quoi l'expression qu'on utilise pour dire que l'appel n'est pas possible? On dit que l'affaire, le jugement est rendu en... C'est quoi l'expression? Comment on dit? Comment on dit lorsque un jugement est rendu pour un montant, bien, Sofiane, en premier et dernier ressort, en premier et dernier ressort. Ça veut dire que le montant de l'affaire est inférieur au taux de ressort, c'est-à-dire inférieur à 5 000 euros, et donc qu'il ne sera pas possible d'aller en appel. Dans ce cas-là, on le verra tout à l'heure peut-être ensemble, dans ce cas-là, si la porte de l'appel vous est fermée à cause d'un montant insuffisant, vous avez une alternative, c'est d'aller directement en cassation. Vous allez passer du premier degré, directement saisir la Cour de cassation. Ok. Donc, vous chantez l'appel, vous bypassez l'appel. Ok. Ça, c'est uniquement quand le montant de l'affaire est inférieur au taux de ressort. Ok. Maintenant, il y a une deuxième condition pour pouvoir faire appel, c'est que à compter du moment où le juge a rendu son jugement, précisément où il l'a porté à la connaissance des parties, on dit qu'il l'a notifié aux parties, chacun, donc le gagnant et perdant, chacun a 30 jours pour réfléchir si oui ou non il fait appel. 30 jours. OK. Si dans les 30 jours tu fais appel, eh bien l'affaire, et que le montant est supérieur à 5 000 euros, l'affaire sera rejugée dans quelques mois ou quelques années. OK. Par contre, si au bout de 31 jours, personne n'a fait appel, c'est fini. Toutes les portes sont fermées. OK. Qu'est-ce qu'on dit du jugement alors? Donc vous allez devoir mettre en œuvre la décision rendue, parce qu'il n'y a plus de possibilité de la contester. Qu'est-ce qu'on dit du jugement? On dit que le jugement est devenu, c'est quoi le terme? Pour dire qu'on doit le faire. Le jugement est devenu à connaître. Devenu quoi? Bien, Sofiane. Exécutoire. Exécutoire. Il doit être exécuté. Donc, la personne qui a été condamnée doit faire ce à quoi le juge l'a condamné. OK? Restituer des marchandises, vider les lieux, indemniser le demandeur, etc. OK? Voilà. Ça va? Alors, euh, OK. Donc, deux conditions cumulatives. Le montant de l'affaire dépasse le taux de ressort qui est de 5 000 balles et vous interjetez appel dans un délai de 30 jours à compter du jugement. Ok. Deux conditions qui s'ajoutent. Si une des deux conditions n'est pas remplie, pas d'appel possible. Alors, 26. La Cour de cassation juge une troisième fois les affaires déjà jugées. Vrai ou faux? Faux. Faux, hein? En tout cas, elle ne va pas le rejuger entièrement une troisième fois. Elle n'est pas un juge du fait, ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Elle juge uniquement en droit et non pas en fait et en droit. Quand tu juges ou rejuges en fait et en droit, c'est-à-dire que tu rejuges entièrement l'affaire. Ok. Ce que fait le premier degré et la Cour d'appel. Ok. La Cour de cassation, elle rejuge uniquement en droit. Elle vérifie juste si la loi a été respectée. Ok. 27. Tous les tribunaux disposent du pouvoir d'infliger des amendes. Vrai ou faux? Faux. C'est une juridiction pénale. Exactement. Seules les juridictions pénales ont le pouvoir de punir. Et les amendes, c'est l'une des deux principales sanctions possibles, l'amende ou la prison. Des fois, ça peut être les deux d'ailleurs. Ok. Mais il n'y a que les tribunaux pénaux qui ont le pouvoir, on dit aussi tribunaux répressifs, qui ont le pouvoir de punir les gens. Ok. Et ces tribunaux sont, vous vous rappelez, tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises, cour criminelle. Ok. Tribunal de police juge les contraventions, donc les fautes qui sont qualifiées de contravention. Ok. Le tribunal correctionnel juge les délits et alors, il y a deux juridictions qui jugent les crimes, la cour d'assises et la cour criminelle. La cour criminelle pour les petits crimes, la cour d'assises pour les gros crimes. Ok. Alors, petit crime, ça veut dire que tu risques entre 10 et 20 ans de prison. Gros crime, tu risques plus de 20 ans de prison. Ok. Donc, plus de 20 ans, cour d'assises, entre 10 et 20, cour criminelle. Alors, euh, 26, 28. Les amendes sont versées au trésor public. Vrai ou faux? Alors, donc, quand vous condamné une amende, le pognon va dans les poches du trésor public. Vrai ou faux? Vrai. C'est vrai, c'est exact, c'est vrai, hein. Alors, qu'appelle-t-on, 29, qu'appelle-t-on le taux de ressort? Vous l'avez On dit, l'a vu, hein. c'est la fameuse limite de 5 000 euros de préjudice. Voilà, voilà. C'est donc la limite
à partir de laquelle vous pouvez interjeter appel d'un jugement. OK? Donc 5 000 euros, mais fondamentalement, synthétiquement, c'est donc la limite à partir de laquelle on peut faire appel d'un jugement. Absolument. À quoi sert-il? Ben, justement, à savoir si vous pouvez ou non faire appel. Parce qu'un truc, imaginez que j'assigne mon voisin et je lui réclame, j'en sais moi, 4 000 euros de dommages-intérêts. C'est donc un litige d'un montant de 4 000 euros. Eh bien, dès le départ, lui et moi savons que nous ne pourrons pas contester le jugement qui sera contesté en appel, le jugement qui sera rendu bientôt, parce que le montant de l'affaire est inférieur au taux de ressort. On le sait dès le départ, ça. Dès le départ. OK. Alors, quelle est la durée du délai d'appel en matière pénale? En matière pénale, c'est pas le même qu'en matière civile. Quelqu'un sait? 15 jours? 10 jours. Non, 10 jours, 10 jours, 10 jours. En matière civile, c'est combien? Un Je l'ai mois? dit tout à l'heure. Combien? 30 jours, absolument, hein. Donc, civil, social, commercial, 30 jours. Pénal, 10 jours. OK. Alors, en matière civile, de quel délai dispose un justiciable? Un justiciable, c'est un mec qui va dans les tribunaux, hein. Dispose un justiciable pour saisir la Cour de cassation. Donc, délai d'appel en matière civile, c'est 30 jours. Le délai pour aller en cassation, il est de combien? Non, c'est moins. C'est pas 3 mois. C'est 30 jours de plus, du coup, c'est pas 2 mois. C'est deux En mois. tout? 2 mois. Oui. 2 mois. OK? Donc, en matière civile, 30 jours pour aller en appel. Pour la cassation, 2 mois. OK. Euh, alors, 33. Se pourvoir en cassation et former un pourvoi en cassation sont synonymes. Vrai ou faux? Vrai? C'est vrai, c'est exact. La même chose. 34. Est-il possible de passer d'un tribunal directement en cassation sans passer par la cour d'appel? Oui, c'est le premier et dernier ressort, ce que on a vu tout à l'heure. Voilà, exactement. Hein, c'est tout à fait, c'est quand un jugement a été rendu en premier dernier ressort, c'est-à-dire dans une affaire dont le montant est inférieur à 5 000 euros. Absolument. Très bien. Euh, comment appelle-t-on la personne qui est attaquée en justice? La défenderesse, je crois que ça dit. Non? Alors, au masculin. Le défendeur, tout à fait, Sofiane. Et si c'est une femme, la défendresse. OK? Défendeur, défendresse. Exact. Euh, alors, qu'appelle-t-on le principe du contradictoire? C'est l'un des principes fondamentaux des procès. En quoi consiste le principe du contradictoire? C'est un truc hyper important. En fait, il faut que tout le monde ait les informations, les arguments des uns et des autres pour qu'ils puissent justement préparer la contradiction, se défendre. Se défendre, absolument, hein. C'est le fait que tout justiciable doit exactement savoir ce qu'on lui reproche, les arguments qu'on a, ce qu'on a, pour pouvoir se défendre, c'est-à-dire pour apporter la contradiction. Ok. Donc, on parle aussi de l'égalité des armes. L'égalité égale, hein, légal, pas légal au sens de la loi, hein, equal, hein, l'égalité des armes. Chacun a les mêmes droits, les mêmes pouvoirs. Ok. Il y a un cas d'ailleurs, encore une fois, où ce principe n'est pas respecté. Si Macron vous attaque en justice, vous êtes condamné. S'il gagne, vous êtes condamné. Par contre, vous n'avez pas le droit d'attaquer le président de la République pendant son mandat. Donc, c'est un contexte, et ça arrive. Regardez, les époux Macron, ils passent leur vie à faire des procès à tout le monde, hein. Sarko aussi avant d'ailleurs, hein, ceci étant. Bon, mais si vous les attaquez, vous ne pouvez pas, parce qu'ils ont l'immunité qui est conférée par la présidence, et donc le principe d'égalité des armes n'est pas respecté. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce qu'à la limite, on conçoit tout à fait qu'on puisse pas attaquer le président, parce que sinon tout le monde va le faire chier. Logique. Mais dans ce cas-là, qu'il ne puisse pas, lui, attaquer les gens. Vous voyez, encore une fois, c'est pas démocratique. C'est pas démocratique. Alors,
Euh, quels sont les deux paramètres qui permettent de déterminer le tribunal compétent pour juger une affaire? Quels sont les deux paramètres qui permettent de déterminer le tribunal du premier degré, hein, Le compétent lieu, pour juger une affaire? Hmm. le lieu et justement le délit, enfin le préjudice. C'est plus général que ça. Alors, quelqu'un me dit la géographie. OK. Alors, la géographie, comment on va l'exprimer? On va parler pour savoir géographiquement, quel tribunal est compétent. Parce que, par exemple, si vous prenez, j'en sais moi, les prud'hommes, il y en a plus de 200 des prud'hommes en France. OK. Mais vous, dans votre affaire, il n'y en aura que un, deux et trois au maximum qui pourront être compétents. Tous les autres seront incompétents. OK. Territorialement. OK. Comment ça s'appelle ce volet géographique du tribunal? On parle de la compétence territoriale. La compétence territoriale. Ça répond à la question, le tribunal de quel endroit? Maintenant, ça c'est le premier volet. Comment s'appelle l'autre compétence pour savoir à quel type de tribunal confier votre affaire? On appelle ça la compétence D'attribution. d'attribution. Exactement. À qui, à quel type de tribunal attribuer l'affaire? Pénal, prud'homme, judiciaire, voilà. Donc, quand vous voulez déterminer, vous avez un litige, vous voulez savoir quel tribunal pourra juger votre affaire, deux volets. Un, attribution, quel type de tribunal? Deux, territorial, par exemple, type de tribunal, je ne sais pas moi, judiciaire, ok? Quel lieu? Compétence territoriale. Et là, vous trouvez le ou les quelques tribunaux qui sont aptes à juger votre affaire. Parce que si vous plantez de tribunal, votre demande sera rejetée, hein, pour incompétence. Il dira, ah, désolé, un, je m'occupe pas de ces affaires-là. Deux, je suis pas le tribunal du bon endroit. OK. Voilà. Bon, normalement, si vous passez par un avocat, le mec, il connaît les règles, hein, voilà. Mais il faut pas frapper à la mauvaise porte. C'est ça l'idée, hein. OK. Euh, alors, 38. En matière de compétences territoriales, quel est le principe de base? Quel est le principe de base? Le tribunal compétent est celui du lieu de quoi? Du défendeur. Du domicile du défendeur. Du domicile ou du siège social du défendeur, absolument. Alors, si c'est une personne physique, c'est un particulier, c'est son domicile, le lieu de son domicile. Si c'est une entreprise, c'est le lieu de son siège social. OK? Siège social, c'est en fait c'est l'endroit où vous êtes immatriculé au tribunal de commerce. OK? En gros, vous avez vos bureaux, pour faire simple. OK? Alors, 39. Tous les juges sont des magistrats. Vrai ou faux? Bon, ils font partie Pourquoi? des magistrats, mais il n'y a pas que dans les magistrats. Alors, Il y a- alors, quelle différence entre un juge et un magistrat? Magistrat, on va dire que c'est la famille, la grande, grande famille, et juge, c'est une typologie de magistrat. Non, 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 il y a une différence. Il y a une différence de statut. Je vous aide. Un juge, les juges, c'est tous les mecs qui jugent. Donc, c'est tous les mecs qui vont arbitrer des litiges. Le juge, juger, ça veut dire trancher un litige. Arbitrer, c'est une sorte d'arbitre entre un demandeur et un défendeur. Donc, tous ceux qui font ce boulot-là sont des juges, quel que soit leur statut. Leur fonction, c'est juge. OK. Après, le statut, tu vas avoir les magistrats et les non-magistrats. Et qui sont les magistrats? C'est en fait les juges professionnels. C'est les fonctionnaires. C'est les mecs, en général, ils ont fait une fac de droit ou Sciences Po, ils ont passé un concours, ok? Et ensuite, ils sont fonctionnaires. Donc, c'est des juges professionnels fonctionnaires. Alors que, donnez-moi des exemples de juges qui, justement, ne sont pas des magistrats. En fait, c'est des amateurs, c'est des bénévoles. Donnez-moi deux exemples. Où est-ce qu'on les trouve? Pour le commerce. Bien, exactement les Le deux. tribunal du Prud'homme, commerce. les conseillers prud'homme et alors, comment on appelle, c'est quoi le nom des juges au tribunal de commerce? Alors, c'est vrai que tous les juges des tribunaux de commerce sont des commerçants ou chefs d'entreprise. Exact. Bénévoles, etc. Comment on les appelle? On dit que c'est des juges, les juges des tribunaux de commerce et les juges cons, pas uniquement cons, hein, les juges consulaires. Les juges consulaires. C'est les juges des tribunaux de commerce. Ok. Un consulat,
c'est une antenne qui s'occupe du business, une antenne qui représente la France, qui représente le business français à l'étranger. Ok, un consul, il s'occupe de représenter les intérêts commerciaux de la France à l'étranger, alors que l'ambassadeur, il s'occupe d'autre chose. Ok. Euh, alors, donc tous les juges ne sont pas des magistrats. Ok. Question, quelles sont les deux sortes de magistrats? Les noms. Il y a les magistrats de U et les magistrats de U. Vous connaissez? Il y a les magistrats du... Putain, excusez-moi. Excusez-moi, je me suis fait un coup de cœur, je croyais que j'avais une casserole qui cramait. Désolé. Euh, Et il y a les deux sièges, il y a le siège là, oui, il y a les voilà, juges les qui juges sont du assis siège. et les autres qui sont debout, mais je sais plus. Oui, oui, oui. Donc, les juges qui jugent, c'est les juges du siège. Tous les juges qui jugent, qui tranchent les litiges, on les appelle les juges du siège. OK. Ils peuvent être magistrats ou pas magistrats. OK. Les juges, les autres magistrats, c'est les magistrats du parquet. Alors, on dit magistrat du parquet ou magistrat du ministère public. Et en fait, ces magistrats-là, ils ont la même formation que les autres. Ok, ils ont tous fait fac de droit, le concours, l'école des juges. L'école des juges, c'est à Bordeaux. Hein, c'est l'ENM, l'École nationale de magistrature. Ok. Donc les gars, ils font des stages, etc. Et ils apprennent des trucs un peu techniques, très bien. Puis, à la sortie de l'ENM, les magistrats vont choisir deux métiers différents. Soit ils voudront être juges du siège, donc des juges qui jugent, soit juges du parquet. Et le rôle des juges du parquet, c'est pas de juger. Les magistrats du parquet ne sont pas des juges, parce que le rôle n'est pas de juger. Ils vont défendre, leur rôle, c'est la défense de l'intérêt général. Et en particulier, c'est les juges du parquet, enfin les magistrats du parquet, qui, au pénal, poursuivent les méchants. Chaque fois que des plaintes sont déposées, l'affaire arrive devant un tribunal pénal, police, correctionnel, assise, le demandeur au procès, celui qui poursuit le prévenu, le supposé criminel ou délinquant, c'est un magistrat du parquet. Et leur rôle, c'est de démontrer la culpabilité de la personne poursuivie et en ce sens, pour défendre l'intérêt général. Parce que, imaginez, quand quelqu'un a volé, quel est le problème? C'est pas tellement le problème de la victime. La victime, en fait, on s'en branle, on s'en fout. Le problème, c'est qu'un voleur, c'est quelqu'un qui se comporte mal en société. Donc, quand vous volez, c'est- votre comportement, il ne se fait pas au détriment de la personne que vous avez volée, on s'en fout en fait d'elle. C'est au détriment de la société. Vous vous comportez mal vis-à-vis de la société. Et donc, qui défend l'intérêt général? La société. C'est les mecs du ministère public. Et au nom de la société tout entière, et pas au nom de la personne volée, au nom de la société, ils vont vous poursuivre en tribunal correctionnel. Ils vont devoir démontrer votre culpabilité, parce qu'il faut déjà prouver que vous êtes le voleur. Et en même temps, ils vont demander au juge du siège de vous condamner à une peine de prison ou d'amende. Ok. Alors les juges du siège, eux, ils arbitrent. Ils entendent l'accusation, ils entendent les arguments de la défense et ils tranchent. Ok, voilà. Et donc, les magistrats, si vous prenez un tribunal correctionnel, les juges qui jugent, c'est les magistrats du siège, c'est les vrais magistrats, et ceux qui accusent, c'est les magistrats du parquet. Ça va? Voilà. Mais les magistrats du parquet et du siège ont vraiment deux métiers complètement différents. Les uns jugent, les autres poursuivent et demandent des peines contre les méchants. En gros, c'est ça. Ça va? OK? Alors, donc 41, quel est leur rôle respectif? Ben, les juges du siège jugent, les juges du parquet défendent l'intérêt général. Et principalement au pénal, en poursuivant les méchants. Alors, quelle est la définition d'un délit? Alors, c'est une infraction pénale, OK? Mais plus précisément, c'est quoi la définition d'un délit? Alors, en matière pénale, quand vous faites une connerie, on dit que c'est une infraction. Enfreindre, ça veut dire violer, ne pas respecter une règle. Ok. Donc une violation de la loi ou une infraction, c'est la même chose. En gros, vous avez fait un truc qui était interdit. Ok. Donc, vous avez violé un interdit. Ok. Et il y a trois familles, en termes de gravité, trois familles d'infractions. Les pas trop graves, les graves, les très graves. Les pas trop graves, c'est ce qu'on appelle les contraventions. Ok. Les graves, c'est les délits.
Les très graves, c'est les crimes. OK. Et en fait, la qualification de contravention délit crime se fait à partir de la peine que vous risquez. De la peine que vous risquez. OK. Alors, est-ce que vous vous rappelez, euh, un délit, on appelle délit l'infraction pour laquelle son auteur risque jusqu'à quoi? C'est quoi les limites des peines pour un délit? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Non? Non, c'est plus. Alors, en termes de prison, pour un délit, la peine maximale pour un délit, c'est 10 ans de cabane. 10 ans de cabane. Donc, dès lors que, pour une connerie donnée, tu risques entre 0 et 10 ans de cabane, tu sais que c'est un délit. Ok. Par exemple, je prends un truc. Euh, attends, je réfléchis. Ouais, tiens. Harcèlement moral au travail. 2 ans de prison. 2 ans de prison, donc le harcèlement moral est un délit, puisque tu risques entre 0 et 10 ans de cabane. Ok. Si tu prends vol à main armée, vol 3 ans, à main armée, tu passes à 5. Vol à main armée à plusieurs, en réunion, tu as 7 ans de cabane. Tu risques 7 ans de cabane. 7 ans, c'est bien entre 0 et 10, donc le vol à main armée en réunion est un délit. Un assez gros délit, parce que tu risques 7 ans de cabane. Tu vois? Et puis, au sein des délits, tu as des étapes. Tu as, de mémoire, hein, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, je n'ai pas souvenir, 7 ans, 8 ans, il n'y a pas, 9 ans, je ne suis pas sûr, 10 ans. Tu vois? Voilà. OK? Tu as les petits délits, les moyens délits, les gros délits. OK. Ça, c'est pour la prison. Et pour le délit, en plus de la prison, euh, tu, quand tu as commis un délit, tu sais que tu risques une peine d'amende qui sera, dont le maximum sera au moins égal à 3 750 euros. 3 750 euros, c'est le premier prix pour les délits. OK. Dès que tu risques 3700 dès que tu risques 3 750 € d'amende ou plus, tu sais que c'est un délit. Ok. Le vol, par exemple, regarde le vol. Le vol, vol simple, hein. Vol simple, peine maximale. 3 ans de cabane, 45 000 € d'amende. 3 ans de cabane, c'est entre 0 et 10 ans de prison, donc c'est un délit. 45 000 € d'amende, c'est bien supérieur ou égal à 3750, donc le vol est bien un délit. Donc la qualification de l'infraction, contravention délit crime, se fait à partir de la peine que tu risques. Ça va? Vous verrez ça plus tard. Alors, quel tribunal est compétent pour juger les délits? Qui juge les délits? Tribunal correctionnel. Absolument. Tribunal correctionnel. Ok. Vous avez 1 ou 3 juges, ça dépend, 3 magistrats. Alors, c'est eux qui sont les plus occupés, hein, les plus surchargés. C'est pas du tout les cours d'assises, parce qu'il y a assez peu de crimes qui sont jugés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a peu de crimes qui sont commis. Il y en a peu qui sont jugés. Par exemple, le crime le plus courant, vous savez c'est lequel? C'est le viol. Le viol, théoriquement, le viol simple, parce que tu as des versions aggravées, hein, le viol simple, c'est 15 ans de cabane. Donc, c'est la cour criminelle. Bon. Maintenant, tu risques en théorie 15 ans de cabane au maximum, mais tu verras jamais un violeur prendre 15 ans de tôle, hein. En général, tu prends. Alors, de toute façon, les juges, s'ils te reconnaissent coupable, ils peuvent t'infliger entre 0 et 15 ans. Et quand tu regardes les résultats des courses, en général, un violeur, tu prends quoi? En gros, 5, 6 ans de cabane, et tu vas en purger en vrai les 2 tiers. Voilà. Quand tu as une peine prononcée, tu ne vas jamais faire l'intégralité de la peine. Tu te tiens bien en cabane, pour chaque année de prison, tu as t'as une remise commerciale. Ce qui fait que, de la façon la plus légale qui soit, c'est le code de procédure pénale qui dit ça, en général, un condamné purge concrètement à peu près les 2 tiers de la peine prononcée. Donc si tu prends 10 ans de cabane, si tu as condamné à 10 ans de cabane, tu en feras 6 ou 7. Si tu es condamné à 3 ans de cabane, tu en feras 2, et ainsi de suite. Ok. Alors, en français, la preuve des actes juridiques se fait par tout moyen, vrai ou faux. Alors faites gaffe, là, il faut nuancer. En droit français, la preuve des actes juridiques. Alors déjà, donnez-moi un synonyme d'acte juridique, un synonyme simple. Donnez-moi un synonyme de acte juridique. Ça, vous devez connaître C'est fondamental, cette distinction, hein. Un, C'est un document, c'est une manifestation. non, non, c'est beaucoup plus simple que ça. Un synonyme. Pas un écrit.
Un contrat. Un contrat. Un contrat. Alors, c'est quoi un contrat? C'est super simple. Un contrat, c'est, pour faire simple, un accord entre deux personnes. Un accord qui tombe. Par exemple, si tiens, si je vous raccompagne en scooter avec vous, c'est un contrat de transport. Je t'ai proposé de transporter, tu as accepté, c'est un contrat, c'est un deal. Un deal, comme dirait Trump. Voilà. Et tous les accords sont des contrats. Et un contrat n'est pas nécessairement écrit. Un truc, les mecs, quand vous allez acheter, j'en sais rien moi, une baguette, qu'est-ce que vous passez? Vous passez un contrat de vente avec le boulanger. OK. Vous payez votre baguette en gros 1 euro. Est-ce que vous rédigez un écrit? Bien sûr que non. Mais c'est un contrat, c'est un putain de contrat. Et le vendeur, en tant que vendeur, a plein d'obligations envers vous. Information, délivrance, vice caché, etc. Vous, en tant qu'acheteur, vous avez deux obligations. Un, payer le prix. Deux, prendre la baguette, retirer. Donc tous les contrats ne sont pas écrits, on verra ça plus tard. Un contrat n'est pas nécessairement écrit. Hein. Et la règle, légalement, c'est que l'obligation de faire un écrit pour un contrat, c'est l'exception. C'est l'exception. La règle, on appelle ça le principe du consensualisme, la loi dit il suffit d'être d'accord pour qu'il y ait contrat. Voilà. Alors après, le problème qui va venir, le problème, si vous passez un contrat avec quelqu'un, sans faire d'écrit, ce qui a priori est possible, contrat verbal, si le mec déconne avec vous, vous voulez attaquer en justice, comment vous allez prouver qu'il y a eu contrat? C'est là qu'on en vient à la preuve. Comment vous allez prouver qu'il y a eu contrat? Le mec, il dit, je ne vous connais pas. C'est votre parole contre la vôtre. Ok. Et c'est là que pour convaincre le juge qu'il y a bien eu contrat, il va falloir que vous prouviez l'existence du contrat. Vous comprenez? Hein. C'est pour ça que même quand la loi n'oblige pas de rédiger un écrit, vous avez vachement intérêt à en faire un. Ce faisant, vous réservez une preuve de l'existence du contrat si jamais ça tourne mal. Ok. Voilà. On verra ça ensemble. Euh, alors, je reviens à ma question. En droit français, la preuve des contrats se fait par tout moyen. Par tout moyen. Est-ce que c'est vrai? En cas de procès, bien sûr. Hein. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Faites gaffe, là, faut nuancer. C'est vrai. C'est-à-dire soit des moyens écrits, soit des moyens oraux. Ça dépend. Ouais, alors Sofiane a dit voilà. Sofiane a fait une très bonne précision, Carmel aussi. Ça dépend. Ça dépend si vous êtes entre commerçants, entre non-commerçants. OK? Euh, donc, on oppose en général civil à commerce. OK? Un mec qui n'est pas commerçant, c'est un civil. Vous et moi, par exemple, on est des particuliers, on n'est pas commerçants, donc on est des personnes civiles. Alors qu'un commerçant, ben, il est commerçant. Voilà. OK? Il fait du business. OK? Donc, c'est la grande opposition, ça. Personne physique, personne morale, civil, commerce. C'est la grosse division. OK. Or, en matière commerciale, par définition, il faut des fois que les choses aillent vite. Quand tu vends un truc, etc. Bon. Et comme il faut aller vite, des fois, tu n'as pas le temps de rédiger des écrits. Et pour cette raison, la loi dit, entre commerçants, sauf exception, il n'y a pas, quand ils passent un contrat entre eux, il n'y a pas d'obligation formelle de rédiger un écrit. Et donc, s'il y a une merde à propos imaginez, la FNAC vend 50 ordinateurs Bouygues, à Bouygues, ok, deux commerçants, société commerciale, ok. Si tout à coup, Bouygues ne paie pas les ordinateurs, on suppose qu'aucun écrit n'a été rédigé, ils étaient pressés, ok. Euh, Comment est-ce que la FNAC qui veut être payée va-t-elle prouver au tribunal de commerce qu'il y a bien eu vente et que Bouygues lui doit le prix? Réponse, par tout moyen. En matière commerciale, la preuve des contrats se fait par tout moyen. Témoignage, un écrit, bien sûr, l'aveu de la personne, des présomptions, tout est a priori recevable par le juge. Ok. Euh, Maintenant, en matière civile, comment se prouvent les contrats? Alors là, c'est un peu plus chaud. Parce que jusqu'à 1500 euros, donc le prix du truc vendu, du machin loué, quand la valeur du contrat va jusqu'à 1500 euros, a priori, la preuve est libre. Elle peut se faire par tout moyen. Ok. Mais au-delà de 1500 euros, la loi exige qu'un écrit soit rédigé. Je prends un exemple très concret. Bon, j'ai un scooter, moi, j'ai un vieux Vespa, bon, entre autres. Euh, Si je vous le vends, si je vous vends 1300 balles, je suis un particulier, vous êtes un particulier. Ok, on est donc des civils. Ok. Si je vous vends 1300 balles, juridiquement, on n'est pas obligé de rédiger un contrat écrit.
On peut faire un contrat verbal. OK. Imaginez, vous me payez, alors, je vous le remets 300 balles. Vous me payez, mettons, 500 euros maintenant, et vous me dites, le mois prochain, je vous paye les 800. OK. Le mois prochain, vous me payez. Qu'est-ce que je fais? Je vous assigne en paiement devant le tribunal judiciaire, en principe. On est tous les deux civil, tribunal judiciaire. OK. Je me pointe devant le juge. Je dis, monsieur le juge, j'ai vendu mon scooter à monsieur, mademoiselle, il ne me paie pas. Le juge va me dire, du calme, bijou, là, un peu de calme. Vous me dites qu'il y a eu vente avec cette personne. Cette personne qui dit d'ailleurs pas vous connaître. OK. Prouvez-moi déjà qu'il y a contrat. Alors déjà, ouais, il faut que je prouve qu'il y a un contrat. OK. Alors, comment je peux faire? Bah, c'est simple. Si le jour où on a fait la vente, il y avait des copains qui étaient là, je vais les citer comme témoins. OK. Bon. Ou bien, idéalement, si on avait fait un écrit signé de nos mains, je montrais le truc. OK. Par contre, si on n'a pas fait d'écrit, il n'y avait pas de témoin, j'étais, vous m'avez payé la compte en espèces, là je suis baisé, hein. Là je ne peux pas prouver qu'il y a eu contrat, je ne peux pas prouver qu'il y a eu contrat, je suis tricard. Je suis tricard. Ok. Bon. J'aurais dû prendre d'ailleurs, non pas un scooter, parce qu'un scooter, tu as une matriculation, une carte grise, non, un VTT. Je vous ai vendu un VTT, un beau VTT, d'occasion 1300 balles. Le VTT, il n'y a rien, pas de numéro de série quasiment, pas de carte grise, donc on ne sait pas à qui il est. Ok. Là, je suis vraiment baisé. Ok. Par contre, si je vous l'ai vendu, mais si je vous le vends 1300 balles, je peux faire venir des témoins pour essayer de convaincre le juge qu'il y a eu la vente du VTT. Ok. Maintenant, si je vous l'ai vendu 1600 balles, j'arrive, monsieur le juge, j'ai vendu mon VTT 1600 balles, monsieur m'a pas payé. Le juge me dit, montrez-moi le contrat de vente écrit. Ah bah j'en ai pas. Le juge il me dit, allez wesh. Allez, je suis tricard. Je suis niqué. Vu? Voilà. OK? Ça, c'est en truc, entre civils. Hein. Mais maintenant, un conseil. Même entre particuliers, quand le contrat porte pour moins de 1500 euros, la loi ne vous oblige pas à faire un écrit. Mais vous avez vachement intérêt à en faire un quand même. Parce que si après ça part en sucette, ce sera votre seul moyen de prouver qu'il y a eu le contrat. OK. Un moyen, en plus, c'est une preuve parfaite. On va voir, hein. Un écrit signé de la main des parties, un acte ou sein privé, c'est une preuve parfaite. Le juge est obligé d'y croire. OK? Ça va? Alors, euh, donc, la réponse c'est tout dépend si c'est entre civils ou entre commerçants. Entre commerçants, la preuve des contrats se fait par tout moyen. Entre civils, elle se fait par tout moyen jusqu'à 1500 euros. Et au-delà de 1500 euros, il faudra un écrit. Alors, qu'est-ce qu'un litige mixte? C'est quoi un litige mixte? Alors, c'est pas homme-femme, hein, non. C'est quoi un litige mixte? Du coup, c'est caractère civil ou commercial. Voilà. C'est un litige qui oppose un commerçant à un non-commerçant. Hein, c'est un litige qui oppose un commerçant à un non-commerçant, à un civil. Par exemple, moi, j'ai un litige avec la FNAC. La FNAC, c'est une société commerciale. Moi, je suis un particulier, je suis civil, c'est un litige mixte. OK? Euh, alors, dans ce type de litige, à propos d'un contrat, imaginez, je acheté un ordinateur à la FNAC. OK? Donc, un contrat d'achat. OK? Je suis civil, la FNAC est commerçante. OK? Comment, en cas de litige, comment chaque partie peut-elle rapporter la preuve de ce qu'elle allègue, de ce qu'elle prétend? Quels sont les modes de preuve que moi je peux utiliser contre la FNAC pour prouver que je suis raison? Et quels sont les modes de preuve que la FNAC peut utiliser pour prouver qu'elle a raison contre moi? Dites-moi. Quelle est la règle en matière de preuve dans un litige mixte? La règle, c'est simple. Chacun emprunte à l'autre son mode de preuve. Chacun utilise le mode de preuve de son adversaire. OK. Alors, vous vous rappelez que les commerçants peuvent prouver par tout moyen. OK. Les civils doivent, au-dessus de 1500 euros, prouver avec un écrit. OK. Eh bien, c'est simple. Moi, pour prouver ce que moi je dis, je vais prouver par tout moyen. Donc, j'utilise le système de preuve de mon adversaire. Et par contre, lui doit utiliser le système de preuve des civils. Lui, pour prouver ce qu'il dit, il doit avoir un écrit. Alors que moi, pour prouver contre lui, je n'ai pas besoin d'un écrit. Donc, dans les litiges mixtes, les non-commerçants sont avantagés. Ils ont plus de possibilités de mode de preuve, témoignages, machin, etc., que le commerçant. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ça va? OK? Hein? Chacun, civil, commerçant, OK?
Ok. Chacun prouve contre l'autre selon les règles de son adversaire. Donc le commerçant va prouver contre moi en utilisant les règles du droit civil, il faut qu'il ait un écrit. Alors que moi, je prouve contre le commerçant en utilisant le régime de preuve du commerçant, c'est-à-dire par tout moyen. Donc je suis avantagé. Moi, je peux prouver contre lui par tout moyen, lui, il doit avoir un écrit. OK? Alors, par principe, santé, parce que ça, ma mère est institutrice, elle va se retourner dans sa tombe. Par principe, lors d'un procès, sur qui pèse la charge de la preuve? La règle de base. Au demandeur. Le demandeur, l'attaquant. OK? Hein. Voilà. En général, c'est au demandeur c'est sur lui, parce qu'en général, c'est lui qui demande des trucs, hein. C'est sur lui que pèse la charge de prouver ce qu'il dit. OK? Le demandeur. OK. Qu'est-ce qu'on appelle les modes de preuve parfaits? Alors, quels sont-ils? Quels sont-ils déjà? Donnez-moi la liste des modes de preuve parfaits. Bah, les actes authentiques. Refait, Les refait? actes authentiques. Oui, acte authentique, un écrit, acte authentique. Alors, ouais, alors c'est presque ça. C'est pas acte sous signature, c'est la même chose, hein, mais c'est un vieux terme français. C'est acte sous Sein privé. seing privé. Acte sous seing privé. Seing, S-E-I-G-N. S-E-I-G-N. Non, S-E-I-N-G, pardon. Merde, attends. Attends. Acte sous seing. S-E-I-N-G. Ouais, S-E-I-N-G. Acte sous seing privé. OK. Un acte sous seing privé, c'est quoi? C'est ça, avec ma signature dessus. Voilà, ça, c'est parfait. Ça, hein. Une feuille de PQ, ça marche, hein. Ou même, ouais, non, ça n'a pas marché, mais si je prends mon t-shirt, avec un marqueur, je signe, ça marche, hein. Le support, vous pouvez faire un contrat sur une brique, hein. Vous prenez une brique, un calou, vous écrivez dessus, c'est un contrat, hein. Le support n'a pas à être du papier, hein. Vous pouvez faire un contrat sur un mur. Alors, c'est un peu compliqué à trimballer, hein. Mais vous pouvez faire un contrat sur un mur. L'important, c'est pas le support, c'est ce qu'il y a écrit dessus. OK. Il y a des mecs d'ailleurs qui faisaient ça. À un moment donné, les chèques. C'est quoi un chèque? Un chèque, c'est un support avec des mentions. Veuillez payer à l'ordre de, le montant en chiffres en lettres, date, signature. OK. Il y a des mecs qui faisaient des chèques sur des chaises, sur des bateaux, sur une armoire. C'est un vrai chèque, hein. Alors, le problème, tu vas traiter ça à la banque, les mecs, ils sont verts, hein. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, parce que juridiquement, c'est parfait, hein. C'est parfait. Il y a toutes les mentions nécessaires. OK. Le problème, c'est que les banques, aujourd'hui, quand vous ouvrez un compte, dans votre convention de compte, il y a toujours écrit vous ne pouvez utiliser, c'est contractuel, que les formules de chèque papier qu'on vous remet. Vous pouvez, sous-entendu, vous n'avez pas le droit de faire des chèques sur autre chose que les papiers qu'on vous remet. Mais si tu le fais quand même, juridiquement, c'est valable, hein. C'est valable. Alors, alors j'ai pas ma réponse, moi. Alors, d'abord, mode de preuve parfait, c'est les écrits. Acte tout privé, acte authentique. Et les photocopies de ceci. Et les photocopies sont aussi. OK. Quoi d'autre à part les écrits? Écrits, quoi d'autre? Les serments, Le serment, précise, le serment c'est des décisoire. décisoires, ouais, ouais. Décisoire. Alors, ça, bon, c'est très peu utilisé, hein. Ça, c'est un sketch. Comment ça se passe? Tu as un procès. OK. Il y a les débats et les débats se terminent et le demandeur n'a pas pu prouver ce qu'il disait. Et là, il va sortir son arme ultime. Il va dire à son adversaire, jurez, jurez, prêtez serment que ce que vous dites, vous, est vrai. Alors, si le mec en face est un enfoiré, il va mentir, il va jurer, t'es baisé. Parce que s'il jure, il gagne. S'il jure, il gagne. OK. Ou bien, s'il refuse de jurer, il perd. Mais il peut aussi vous renvoyer le serment. Te dire, toi plus, force rouge, renvoie. Si vous, qui avez au départ renvoyé le serment, il vous le renvoie dans la gueule. Si vous jurez, vous gagnez. Si vous jurez pas, vous perdez. C'est un truc de naze, hein. Mais ça existe. Alors, plus personne fait ça parce qu'en général, le mec qui est en face de toi, c'est un bâtard. Si tu défères le serment, c'est sûr qu'il va prêter le serment, même si non, tu vois. Mais voilà, ça fait assez chevalier, tu vois, comme idée, hein, mais plus personne n'utilise ça. Mais c'est dans
Code de procédure civile. Ok. Donc on a l'écrit, le serment décisoire, et le troisième, c'est quoi? Un truc simple. L'aveu, où La, vous avouez. Alors attention, l'aveu judiciaire. Alors comment ça se définit? L'aveu, on dit, c'est le fait pour quelqu'un de reconnaître pour vrai ce qu'on dit contre lui. Tu vois, si quelqu'un me dit, tu m'as pas payé, ok? Si je dis au juge, monsieur le juge, j'avoue, j'ai pas payé. Donc, je reconnais pour vrai le fait articulé contre moi, ok? Quand vous avouez, le juge est obligé de vous croire, ok? Donc il y a trois preuves parfaites. En écrit, authentique, sous seing privé, l'aveu et le serment décisoire, ok? Alors dites-moi, quels sont donc les modes de preuves imparfaits? Il y a quoi? les preuves comme les témoignages, Oui, les témoignages, les présomptions judiciaires. les présomptions. Alors, tu as plein de présomptions. Tu as les présomptions du juge, on appelle ça les présomptions du fait de l'homme, présomption du juge, et tu as aussi les présomptions de la loi. Des fois, les codes présument des choses. Tu vois, on parle de présomption légale. Ok. Alors, à propos de présomption, comment appelle-t-on une présomption? Donc, une présomption, c'est quand on présume quelque chose, hein. Comment appelle-t-on une présomption qu'on a le droit de contester, où on peut prouver que c'est pas vrai? On appelle ça une présomption ré réfragable. Réfragable. Ça veut dire contestable. Réfragable. OK. Ah, ou simple, c'est la même chose. C'est synonyme. Présomption simple ou réfragable, c'est une présomption qu'on peut contester. Alors, l'exemple que j'ai pris dans le support, par exemple, le Code civil dit la femme, euh, non, pardon, le mari est présumé père des enfants de sa femme. Donc, vous avez un couple qui est marié, la femme, elle a un nain, eh bien, on suppose, la loi suppose que le père du nain, c'est le mari. Le mari est présumé être père des enfants de sa femme. OK. Mais, mais, le mari peut dire, attendez, non, non, il y a un malaise là. Le morpion est né il y a 2 mois. Moi, j'étais cosmonaute, j'étais dans l'espace depuis 2 ans. Donc, techniquement parlant, il y a un malaise, hein. Voilà, voilà. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire le daron? Parce qu'il n'est pas heureux, il estime qu'il n'est pas daron. Il va saisir le tribunal et faire ce qu'on appelle une action en désaveu de paternité. Il va dire, attendez, la loi présume que je suis le père, mais je vais vous prouver que non. Je vais vous prouver que non. OK? Voilà. Inversement, une nana a un gamin, OK, euh, toute seule, et un mec déboule, un ancien petit ami, qui dit, cet enfant est le mien, je veux le reconnaître. Et là, il fait l'inverse, lui. À l'inverse, il n'est pas marié avec la nana, donc il n'est pas présumé père. Il va aller en justice avec une expertise, il va faire une expertise génétique, ADN, hein, pour prouver que le nain est bien son fils. Tu vois, donc tu peux désavouer un enfant ou reconnaître un enfant. OK? Voilà. Alors, quelle est la différence de force probante en tant que entre une preuve parfaite et une preuve imparfaite? Où est la différence? Où est la différence? La preuve parfaite, elle a pour effet de, comment on dit? Le juge est obligé d'y croire. On dit qu'elle, Une force probante. oui, justement, oui, sa force probante. Force probante, elle peut être faible ou forte. Pour les preuves parfaites, la force probante est très forte. Et comment on exprime ça? On dit que une preuve parfaite a pour effet de le juge, de lier le juge, de lier le juge. Le juge, il est obligé d'y croire. Alors que les preuves imparfaites, il y croit s'il veut. Un témoignage, un juge n'est jamais obligé de croire un témoignage. C'est parce que c'est une preuve imparfaite. OK? Tu vois? Ça va? C'est bon? Alors, qu'appelle-t-on un acte sous seing privé? C'est simple. C'est un contrat qui porte quoi? Sous seing privé. Une C'est un contrat qui, signature. la signature des parties. C'est ça qui fait la force, c'est la signature. Si c'est pas signé, ça vaut rien. On appelle ça un commencement de preuve par écrit. Ok. Dès que c'est signé, c'est parfait. Ok. Alors, quelle est la valeur probante de la photocopie d'un acte sous seing privé?
Donc un acte sous un privé, on est d'accord, s'il y a une signature, c'est une preuve parfaite. Quelle est la valeur probante de la copie de ce truc, de l'original? La même, la même, la même. Une photocopie d'un acte authentique a la même valeur que l'acte authentique. La photocopie d'un, parfaite, hein, la photocopie d'un acte sous sein privé a la même valeur que l'original. C'est ça, aujourd'hui. Avant, c'était pas comme ça, hein. Maintenant, on considère que la copie d'un original a la même valeur probante que l'original. Ok. 52, enfin, l'aveu est une preuve parfaite. Vrai ou faux? Alors attention, ouais, faites gaffe. Vrai ou faux? Vrai, l'aveu judiciaire est une preuve parfaite. Voilà. L'aveu judiciaire est une preuve parfaite. L'aveu judiciaire, c'est celui que vous faites face au juge. Là, il est obligé d'y croire. Par contre, si vous avez, par exemple, devant les policiers, mais pas devant le juge, vous pouvez ensuite revenir sur vos aveux. Ok. Le seul aveu que le juge est obligé de croire, c'est celui que vous avez fait en face de lui. Ok. Celui qui a été fait en dehors de sa présence, on appelle ça l'aveu extrajudiciaire. Celui-là n'est pas une preuve parfaite. Ok. Donc il y a deux types d'aveux. Ok. Celui fait en présence du juge et celui fait hors la présence du juge. Voilà, jeunes gens. Alors, on va s'en tenir là pour ce soir. On a vu pas mal de choses. On se revoit, je ne sais plus quand. Je crois que c'est février, hein, début février ou mi-février, je crois. Ok. Je ne sais pas ce que sera le prochain thème, mais on fera un peu la même chose. Alors, chaque fois, au cours des séances précédentes, si vous avez des questions sur les séances passées, le 5, oui, ça doit être ça, hein, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à me les poser. OK? Voilà. Sur ce, je vous souhaite la bonne nuitée. OK? Merci de votre attention. Et donc, à très bientôt. Alors, bossez bien. Bossez vos cours régulièrement. Bossez vos cours régulièrement. C'est la façon la plus efficace de mémoriser bien tout pour l'examen. OK?